Bienvenue sur notre chaîne, où nous plongeons dans les récits de vies extraordinaires qui ont façonné l'histoire. Aujourd'hui, nous explorons la vie de Félix Houphouët-Boigny, le père de la Côte d'Ivoire moderne, le tout premier président de toute l'histoire de ce pays. Son parcours, d'un jeune garçon de village à homme d'État mondial, est une histoire de vision, de lutte et d'héritage. Mais au-delà des livres d'histoire, il existe des légendes, des anecdotes et des leçons qui nous enseignent la puissance de la sagesse, de l'unité et de la résilience. Alors, entrons au cœur de l'Afrique et découvrons la saga du sage d'Afrique. Félix Houphouët-Boigny naît le 18 octobre 1905, à Ngokro, un village qui deviendra plus tard Yamoussoukro, la capitale de la Côte d'Ivoire. Son nom de naissance est Dia Houphouët, signifiant « prophète » ou « magicien » en baoulé, un signe de la conviction familiale qu'il était destiné à accomplir de grandes choses. Issu d'une famille baoulée influente, appartenant au peuple akan réputé pour sa richesse en or et en agriculture, le jeune Dia est le fils de Ndoli Houphouët et de Kimou Ndri. Sa mère, craignant de perdre encore un enfant après plusieurs décès en bas âge, lui donna le surnom de Houphouët, signifiant « déchet à jeter », pour éloigner les mauvais esprits, une anecdote poignante qui illustre les croyances culturelles de l'époque. Élevé par sa grande-tante, la reine Yamousso, Dia grandit ancré dans les traditions baoulées tout en étant exposé à l'enseignement colonial français. À l'âge de 11 ans, il est baptisé Félix par des missionnaires catholiques, marquant la rencontre entre ses racines animistes et la foi chrétienne. Sa scolarité au poste militaire de Bonzi puis à l'école primaire de Bingerville révèle son intelligence brillante. En 1925, il obtient brillamment son diplôme de l'école William Ponty au Sénégal, devenant médecin africain, un rôle lui permettant de soigner son peuple tout en étant témoin des injustices coloniales. La vie de Félix prend un tournant décisif dans les années 1930. En tant que médecin puis planteur, il observe de près l'exploitation des agriculteurs africains par les autorités coloniales françaises. En 1932, sous pseudonyme, il publie un article virulent intitulé « On nous a trop volé » dans le Trait d'Union, dénonçant les prix injustes du cacao et du café. Ce geste audacieux marque le début de son combat pour la justice. En 1944, il fonde le Syndicat agricole africain, SAA, unifiant les planteurs africains contre l'oppression coloniale. Son leadership attire l'attention des autorités françaises, qui le voient à la fois comme une menace et un allié potentiel. En 1945, lorsque la France permet à ses colonies d'élire des représentants, Félix saisit l'occasion. Malgré les résistances coloniales, il est élu à l'Assemblée nationale française, ajoutant « Boigny », signifiant « bélier » en baoulé, à son nom, symbole de sa force de caractère. Comment Félix Houphouët-Boigny est devenu député en France? Après la Seconde Guerre mondiale, la France est affaiblie et doit redéfinir ses relations avec ses colonies. En 1944, le général de Gaulle déclare à la conférence de Brazzaville que les colonies devront avoir plus de droits, sans toutefois parler d'indépendance. La France crée une nouvelle assemblée constituante et permet aux colonies d'élire des représentants pour y siéger. Cette ouverture politique permet à d'autres Africains comme Léopold Sédar Senghor du Sénégal, Sékou Touré de la Guinée, Daniel Wézin Coulibaly, Haute-Volta, aujourd'hui Burkina Faso, Modibo Keïta du Soudan français, aujourd'hui Mali, Souroumigan Apiti du Dahomey, aujourd'hui Bénin, André-Marie Mbida du Cameroun, Jean-Félix Tchikeya du Congo-Brazzaville, de se faire élire au Parlement français. Le parcours politique de Félix Houphouët-Boigny en France. En novembre 1945, la France organise des élections législatives pour élire les membres de l'Assemblée constituante, chargée de rédiger une nouvelle constitution après la Seconde Guerre mondiale. Félix Houphouët-Boigny se présente comme candidat de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique occidentale française, AOF. Il bénéficie d'un large soutien populaire, notamment grâce à sa fondation du Syndicat agricole africain, SAA, qui défend les droits des planteurs africains contre l'exploitation coloniale. Il est élu député à l'Assemblée nationale française, devenant le premier député ivoirien de l'histoire. Ses débuts à l'Assemblée nationale, 1945-1950. Dès son arrivée à Paris, Houphouët-Boigny s'impose comme un défenseur infatigable des droits des Africains dans l'empire colonial français. Il milite pour l'égalité des droits entre colonisés et citoyens français de métropole. Il dépose une proposition de loi qui devient célèbre. La loi Houphouët-Boigny du 11 avril 1946,
qui abolit le travail forcé dans toutes les colonies françaises. Et l'importance de cette loi? Elle marque un tournant historique dans la politique coloniale française. Elle renforce la réputation de Houphouët-Boigny comme porte-parole des peuples africains. Création du RDA, Rassemblement démocratique africain. En octobre 1946, Houphouët-Boigny fonde, avec d'autres leaders africains, le Rassemblement démocratique africain, RDA, un mouvement politique panafricain. Le RDA lutte pour l'autonomie des colonies, la citoyenneté pleine et entière pour les Africains, la fin des discriminations raciales et de la répression coloniale. Au départ, le RDA s'allie avec le Parti communiste français, PCF, seul grand parti en métropole à soutenir les colonisés. Mais à partir de 1950, Houphouët-Boigny rompt avec les communistes, qu'il juge trop radicaux, et se rapproche des gaullistes et des partis modérés. Une carrière ministérielle inédite sous la 4e République. Félix Houphouët-Boigny devient le premier Africain noir à entrer dans un gouvernement français. Il occupe plusieurs fonctions ministérielles entre 1956 et 1958, période charnière avant l'indépendance des colonies. Ses postes ministériels. Ministre sans portefeuille, 1956. Ministre d'État, 1957. Ministre de la Santé publique, 1957-1958. Ces fonctions lui donnent une visibilité exceptionnelle sur la scène politique française, une influence directe sur les décisions concernant l'Afrique, et une image de réformateur pragmatique plutôt que de révolutionnaire. Le parcours de Houphouët-Boigny en France a permis de démanteler certaines injustices coloniales, comme le travail forcé, de préparer la transition vers l'indépendance sans rupture brutale, et de positionner la Côte d'Ivoire comme un pays stable et stratégique dans la France-Afrique naissante. Son ascension politique à Paris a donc été un tremplin vers son rôle de père fondateur de la Côte d'Ivoire moderne. Le père de l'indépendance. Lorsque la Côte d'Ivoire obtient son indépendance en 1960, Félix Houphouët-Boigny devient son premier président, poste qu'il occupera jusqu'à sa mort en 1993. Son ambition est de faire de la Côte d'Ivoire un modèle de prospérité en Afrique de l'Ouest, rêve qu'il réalise grâce au miracle ivoirien. En s'appuyant sur des liens forts avec la France, la fameuse politique de France-Afrique, et en misant sur les exportations de cacao et de café, il apporte croissance économique, infrastructures modernes et éducation à son pays. L'époque du miracle ivoirien, sous la présidence de Félix Houphouët-Boigny, 1960-1993, est souvent décrite comme l'âge d'or de la Côte d'Ivoire. C'est une période marquée par une forte croissance économique, une stabilité politique rare en Afrique de l'Ouest, mais aussi par des choix stratégiques audacieux et parfois controversés. Voici un portrait vivant de cette époque, avec ses faits, son ambiance et ses anecdotes. Le miracle ivoirien, un essor spectaculaire. Une croissance économique fulgurante. Grâce à la production massive de cacao et de café, la Côte d'Ivoire devient le premier producteur mondial de cacao. Le pays affiche des taux de croissance de 7 à 10% par an pendant 2 décennies, d'où l'expression « miracle ivoirien ». Abidjan, la capitale économique, est surnommée « le Petit Paris » ou « Manhattan d'Afrique » pour ses buildings modernes, ses boulevards, ses hôtels de luxe et ses boîtes de nuit. Des infrastructures modernes. Construction de routes, écoles, hôpitaux, universités. Création d'un réseau ferroviaire et portuaire performant. L'État finance massivement les services publics, rendant l'éducation et les soins gratuits pour une grande partie de la population. La France-Afrique, une alliance étroite avec Paris. Houphouët-Boigny entretient des relations très proches avec les présidents français, notamment de Gaulle, Pompidou, Giscard d'Estaing et Mitterrand. Il reçoit régulièrement des dirigeants français à Yamoussoukro, sa ville natale qu'il transforme en capitale politique. Une anecdote célèbre. Il avait un accès direct à l'Élysée. Quand il appelait, le président français interrompait ses réunions, « C'est le vieux qui appelle », disait-on à Paris. Son surnom, le vieux, en signe de respect et d'autorité. Une diplomatie de l'équilibre. Il se positionne comme médiateur régional, jouant un rôle discret mais important dans de nombreux conflits africains, Biafra, Libéria, etc. En 1989, l'UNESCO crée le prix Houphouët-Boigny pour la paix, preuve de sa stature internationale. Dans les années 1970, un journaliste lui demande s'il se considère comme un dictateur. Il répond avec humour. Un dictateur qui fait voter, soigner,
éduquer et nourrir son peuple, il faut en fabriquer d'autres. Yamoussoukro, capitale des Caïmans et des rêves. Houphouët-Boigny transforme son village natal en capitale politique de la Côte d'Ivoire, un projet symbolique et personnel. Les Caïmans sacrés. Autour du palais présidentiel, on creuse des lacs artificiels peuplés de caïmans sacrés. Houphouët aimait les nourrir en public, jetant de la viande crue depuis les berges. Les visiteurs étrangers, fascinés ou effrayés, voyaient dans ce rituel un lien entre pouvoir politique et tradition animiste. Félix Houphouët-Boigny possédait des champs, et même d'immenses plantations agricoles. Avant d'être président, il était déjà planteur de cacao et de café, deux cultures de rente majeures en Côte d'Ivoire. Son activité agricole a joué un rôle fondamental dans sa fortune personnelle et dans son image de « président planteur ». Ses principales plantations étaient situées autour de Yamoussoukro, son village natal. Il avait également des terres agricoles dans d'autres régions fertiles du centre et du sud du pays. On estime qu'il possédait des milliers d'hectares de terres cultivables. Bien que les chiffres précis soient difficiles à vérifier, car non rendus publics à l'époque, certaines sources parlent de plus de 7 000 à 10 000 hectares. Cela faisait de lui l'un des plus grands planteurs privés du pays, voire de toute l'Afrique de l'Ouest à son époque. Houphouët-Boigny se définissait lui-même comme un planteur avant d'être politicien. Il disait « Je suis un président qui continue de vivre de la terre ». Un goût affiché pour la richesse. Houphouët-Boigny ne cache ni sa fortune personnelle, ni son goût pour l'or et le luxe. Il était surnommé « le président en or », mais aussi « le planteur milliardaire ». Houphouët disait « On s'étonne que j'aime l'or. Mais je suis Akan. Et les Akans sont nés dans l'or. » Mais aussi des limites et critiques. Son pouvoir devient de plus en plus autoritaire, parti unique, presse contrôlée, opposition réduite au silence. Le miracle économique s'essouffle dans les années 1980 à cause de la chute des prix du cacao. Le pays s'endette fortement, les inégalités se creusent, et la jeunesse commence à contester l'ordre établi. Des décennies plus tard, beaucoup d'Ivoiriens y compris ses détracteurs reconnaissent en lui un homme visionnaire qui a su préserver la paix dans une région souvent agitée. Mais son règne n'est pas exempt de controverses. Son système de parti unique et ses mesures autoritaires réduisent l'opposition au silence, ce qui lui vaut des critiques sur le manque de démocratie. Pourtant, ses partisans estiment que sa poigne ferme a garanti la stabilité dans une région secouée par des coups d'État. Une anecdote célèbre rapporte qu'il disait « Je préfère l'injustice au désordre », soulignant son attachement à la stabilité comme condition du progrès. La basilique, un monument de foi et d'ambition. Symbole le plus frappant de son héritage, la basilique Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro, la plus grande église chrétienne du monde, surpassant même la basilique Saint-Pierre de Rome. Construite entre 1985 et 1989 à Yamoussoukro, la plus grande basilique du monde, inspirée de Saint-Pierre de Rome, pour environ 300 millions de dollars, certains estiment entre 1 et 1,5 milliard de francs français de l'époque, soit 228,67 millions d'euros et 150 milliards de francs CFA. Elle est financée par la fortune personnelle de Houphouët-Boigny. Imaginée par l'architecte libanais Pierre Fakouri et réalisée par l'entreprise française Dumez, elle est consacrée par le pape Jean-Paul II en 1990. Ce monument, à la fois grandiose et controversé, est le don de Houphouët-Boigny à l'Église catholique et témoigne de sa foi profonde, enracinée dans son baptême en 1915. Il la voyait comme un pont entre le ciel et la terre, vecteur de paix dans un monde troublé. Toutefois, les critiques y voient une extravagance dans un contexte économique difficile. Certains messages sur les réseaux sociaux affirment même qu'elle aurait été construite avec des milliards détournés, une accusation encore débattue. Quoi qu'il en soit, la basilique reste un symbole de son ambition de faire de Yamoussoukro une capitale mondiale. Légendes et anecdotes. La vie de Houphouët-Boigny est parsemée de légendes qui lui donnent une dimension presque mythique. Une histoire raconte que le surnom Houphouët, donné par sa mère la protégée des esprits, signe d'un destin divin. Une autre affirme que sa plantation de Yamoussoukro était un laboratoire agricole, montrant sa passion constante pour l'agriculture. Son biographe, Frédéric Gramel, rappelle qu'il se considérait toujours comme un président planteur. Défis et héritage. Les années 1980 apportent leur lot de difficultés, chute des prix du cacao et du café, crise économique, endettement. Les projets somptueux comme la basilique ou la transformation de Yamoussoukro en capitale alimentent les critiques. En 1990,
Sous la pression, il autorise des élections multipartites, un pas timide vers la démocratie. Sa mort le 7 décembre 1993 marque la fin d'une ère. 26 chefs d'État africains assistent à ses funérailles, tenues dans la basilique qu'il avait fait bâtir. Son héritage est complexe. Ses partisans saluent le bâtisseur d'une nation moderne et pacifique, comme en témoigne le prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix créé par l'UNESCO en 1989. Ses détracteurs dénoncent la corruption et l'autoritarisme, notant que la guerre civile survenue après sa mort reflète des tensions non résolues. Pourtant, comme le résume Thomas Zavidako, retraité, ses politiques transports universitaires gratuits, bourses d'études à l'étranger ont inspiré toute une génération à croire au panafricanisme. Houphouët-Boigny était un homme de la terre et du destin. Son histoire est celle d'un homme enraciné et visionnaire, à la croisée des chemins entre tradition et modernité, foi et pouvoir, Afrique et monde. Leader charismatique et fin stratège, il a su bâtir un État, forger une nation et porter une vision claire, celle d'un développement fondé sur la dignité, la paix et la terre. Pour lui, l'agriculture était bien plus qu'un secteur économique, elle était l'âme du pays, le socle de l'indépendance et la clé de l'avenir. Il disait, la richesse d'un pays se repose sur l'agriculture. Un paysan voit un ministre. Dans un discours resté célèbre à Yamoussoukro, il rappelait que les vrais bâtisseurs de la Côte d'Ivoire étaient les cultivateurs, ceux qui nourrissent les villes et soutiennent l'économie. Puis, devant une foule de ministres, chefs traditionnels et paysans, il descendit symboliquement dans un champ pour planter un cacaoyer, affirmant « Moi aussi, je suis planteur. Je vis de la terre. » Jamais il n'a renié ses racines paysannes. Il affirmait que la terre ne trahit jamais, et que sa fortune personnelle venait de ses propres plantations. Il voyait l'agriculture comme un levier de justice sociale, d'émancipation pour la jeunesse, et un moteur de dignité. Son leadership, fait d'équilibre entre ambition et humilité, force et compassion, reste une leçon vivante. En honorant ce sage d'Afrique, rappelons-nous que bâtir l'avenir, c'est aussi respecter nos racines, valoriser le travail, et cultiver la terre autant que les esprits. Si cette histoire vous a inspiré, cliquez sur j'aime, abonnez-vous, et partagez vos impressions en commentaire. Quelle leçon de la vie de Houphouët-Boigny résonne en vous? Rejoignez-nous pour un nouveau voyage à travers l'histoire.